Vous connaissez Nessie, le célèbre monstre écossais, mais connaissez-vous les autres monstres qui vivent dans des lacs ? Il y en aurait plus de 200 dans le monde, comme Ogopogo, le serpent marin qui hante les eaux du lac Okanagan au Canada. Vous avez certainement entendu parler du Yéti, mais connaissez-vous l'Almasti, le Yeren ou encore le Barmanou, ces hommes sauvages inconnus qui existeraient dans le Caucase, en Chine ou dans les régions montagneuses du Pakistan ? Et savez-vous que le Mokele Mbembe est peut-être un dinosaure relique qui survit dans les forêts inexplorées en Centrafrique ? Si vous pensez que toutes les espèces animales ont été découvertes sur notre planète, vous risquez d'être surpris. Et si vous n'avez pas peur de vous confronter aux monstres de légende qui recèlent peut-être un fond de vérité, alors bienvenue dans le monde extraordinaire de la cryptozoologie. Du monstre du Loch Ness au Yéti sur la piste des créatures mystérieuses. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine. Bienvenue au pays de la bête, mes seigneurs! Et prenez garde aux pièges à loups! 3e épisode. Qui a peur de la bête du Gévaudan? Avec dans les rôles principaux, Jean-Claude Bourret, grand journaliste et spécialiste de la bête. Il n'y a pas besoin de faire de sensationnel dans l'affaire de la bête du Gévaudan. C'est déjà suffisamment extraordinaire pour qu'on n'en rajoute pas. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. Si on veut dresser la carte d'identité de la bête, elle ressemble à un loup, mais c'est pas un loup. Elle éventre ses victimes, les dépaisse, leur arrache la peau du crâne, les décapite. Et Éric Buffetot, chercheur au CNRS et passionné par la bête depuis toujours. Il a été écrit tellement de choses, souvent très invraisemblables, sur la bête du Gévaudan, que ça donne envie d'essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Au commencement de juillet, une jeune fille avait disparu. On retrouva son cadavre en partie dévoré. Le foie, les intestins, le cœur, toutes les parties molles avaient été rongées. Puis, ce fut une succession d'horreurs. Au début d'août, une jeune fille de 15 ans de la paroisse de Puylaurent, et 15 jours plus tard, un garçon de Chélard-l'Évêque qui gardait les bestiaux sur le territoire de Chaudérac furent surpris et dévorés. Les témoins de ces tragédies firent la même description de la bête sauvage. Elle ressemblait à un loup. Mais elle avait la tête plus allongée, la gueule énorme, une queue épaisse, touffue, et une raie noire sur le dos. Toute l'affaire commence au début de l'été en l'an de grâce 1764 dans l'ancienne province française du Gévaudan. Une bête, un animal terriblement agressif, s'attaque aux femmes et aux enfants qui gardent les troupeaux dans la région. On est en France, sous le règne de Louis XV, on est dans le Massif central, ce qui était alors la province du Gévaudan. Éric Buffetot, paléontologue et chercheur au CNRS. Des régions montagneuses assez reculées, et un animal mystérieux commence à s'attaquer principalement aux bergers, qui sont surtout des enfants ou des femmes, les tue, les dévore, à un rythme tout à fait effrayant. À la fin de l'histoire, quelques années plus tard, on en sera à plusieurs dizaines de victimes. Très rapidement, ça crée une peur, une véritable épouvante dans la région parce qu'on s'interroge sur ce que c'est que cet animal et aussi sur la façon de s'en débarrasser. Il y aura des tentatives nombreuses et pas toujours fructueuses pour essayer de tuer cette bête. En 1764, c'est une jeune fille de 14 ans qui est tuée. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. Dans les archives, on dit que cette jeune fille de 14 ans est tuée par une bête féroce, dans le Gévaudan. C'est la première victime.
Puis, quelques mois plus tard, au mois d'août, une autre jeune fille est tuée. Puis quelques jours plus tard, c'est un garçon, John, du même âge. Au début, tout le monde ne relie pas toutes ces informations. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, dans les années 1760, où les gens sont des gens qui vivent à la rude, ce sont des paysans qui vivent de la terre. Ils n'arrivent pas à mettre des rapports sur toutes ces attaques. Et puis quand même, à force d'avoir des attaques, la population prend conscience que quelque chose d'extraordinaire va se passer, puisque les attaques se multiplient. Le 31 décembre 1764, dans la cathédrale de Mende, Jean-Claude Bourret, spécialiste de la bête. comme des dizaines de personnes avaient été tuées et dévorées, l'évêque de l'époque a dit « c'est une punition de Dieu parce que vous ne respectez pas la religion catholique et romaine ». Et il a des phrases d'ailleurs. Les femmes du sexe faible ont tendance à provoquer un peu les garçons et que c'est sans doute la raison pour laquelle Dieu a envoyé cette punition. Alors on arme les jeunes, dans les campagnes, dans les sous-bois. Les jeunes victimes, on les arme de piques, avec au bout un couteau pour se défendre. Mais les attaques continuent, les jeunes victimes n'arrivent pas à résister à une créature. On dit d'elle qu'elle a une force quasi diabolique. Les exactions de la Malbête, comme les habitants du Gévaudan vont l'appeler, sont extrêmement violentes et surtout de plus en plus répétées. La région va peu à peu sombrer dans les ténèbres et la terreur. On a des registres paroissiaux correspondant aux inhumations des victimes. Éric Buffetot, paléontologue et chercheur au CNRS. On a une liste très précise des victimes, de leur âge, de la paroisse où ils habitaient, ainsi de suite. Et on ne parle pas de 2 ou 3 victimes, il y en a eu beaucoup. Ah non, c'est plusieurs dizaines. Le chiffre exact est à peut-être contesté parce qu'il y a quelques cas marginaux, mais c'est très clair que c'est pas 3 ou 4. Ça a traumatisé la région, il y a eu toutes sortes de conséquences. L'évêque de Mende, qui est la ville principale de la région, a prononcé des sermons à ce sujet, a fait faire des processions, dire des messes, etc. Et puis ça s'est propagé bien au-delà de la seule région du Gévaudan, puisque le roi lui-même est intervenu en envoyant des troupes pour essayer de se débarrasser de l'animal. Sans grand succès d'ailleurs. Devant l'ampleur de ce désastre, eh bien, les autorités locales appellent des soldats. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. En novembre 64, 56 dragons qui sont commandés par un capitaine. Ça ne donne rien. De très nombreuses battues restent vaines. Tout se passe comme si la bête était intelligente, douée de raison. Comme si la bête savait à l'avance ce qu'allaient faire les dragons. Donc, malgré les battues, nous arrivons en cette fin d'année 1764, le carnage continue, et les militaires, finalement, n'arrivent pas à obtenir satisfaction. Attention, de la viande empoisonnée. On a posé ce genre de piège aux 4 coins de la forêt. Ils n'ont pas eu l'effet voulu. Malheureusement. Effectivement, à la tête d'un détachement de 57 dragons, le capitaine Duhamel multiplie les battues pour exécuter la bête. Convaincu qu'il s'agit d'un loup, il en tue une grande quantité en espérant à chaque fois que la bête se retrouve parmi ses trophées de chasse. Mais rien n'y fait, les meurtres continuent de plus belle. Duhamel va même scinder ses troupes en 4 pour tenter de piéger la bête du Gévaudan. Mais ça ne fonctionnera jamais.
elle s'échappe à chaque fois. En 2001, Christopher Gans, dans son film Le Pacte des loups, dépeint l'impuissance du malheureux capitaine. Alors, racontez-nous, monsieur. Parle-t-on beaucoup de la bête à Paris? On en fait même des chansons. Alors qu'on devrait dire des prières. Pensez-vous que le capitaine Duhamel aura tant besoin de l'aide de Dieu? Duhamel est tout juste bon à déguiser ses soldats en filles. Duhamel est un incapable. Ses battus épuisent nos gens, ses soudards dévastent nos terres, mais la bête, elle, court toujours. Toutes les personnes attaquées ne sont pas mortes. Certains ont réussi à s'échapper ou à se défendre et ont laissé des descriptions de l'animal. Éric Buffetot, paléontologue et chercheur au CNRS. L'animal est assez bien décrit comme une sorte de loup, mais qui est décrit comme étant assez particulier par rapport aux loups normaux qui étaient très nombreux dans la région. Et l'animal s'approchait lentement de ses victimes, qui étaient la plupart du temps donc des enfants pas très âgés qui étaient dans la campagne en train de garder les troupeaux. Et une fois approché de sa victime, l'animal se jetait sur lui, l'égorgeait, parfois lui arrachait la tête. Ensuite, parfois, emmenait le cadavre à une certaine distance et le dévorait. Les paysans de l'époque ont l'habitude de tuer des loups et de voir leurs moutons attaqués par des loups. Jean-Claude Bourret. Ils en tuent entre 40 et 70 par mois dans le seul Gévaudan. Ils savent très bien ce que c'est qu'un loup. Là, ce n'est pas un loup. Et d'ordinaire, les loups s'attaquent plutôt aux bestiaux qu'à leurs bergers. Éric Buffetot. Le comportement un peu particulier de cet animal incite les témoins à penser que c'est peut-être quelque chose de différent du loup ordinaire. C'est ça qui provoque la terreur chez les habitants de la région. Est-ce qu'on a essayé de faire des reconstitutions naturalistes de cette bête du Gévaudan pour voir à quoi elle aurait ressemblé ? Des reconstitutions, il y en a des quantités, mais alors ça va du loup-garou d'un homme qui se promène avec une peau de goutte sur le dos, jusqu'à des représentations de loups assez classiques. Et puis il y a tout entre les deux, parce qu'il faut voir que du temps de la bête au XVIIIe siècle, il y a eu de très nombreuses gravures qui ont été faites pour illustrer les nouvelles, disons, au sujet de cette bête, parce que ça faisait grand bruit dans les gazettes et les journaux de l'époque, agrémentés de dessins plus ou moins fantaisistes. Alors certains représentent un animal franchement monstrueux, presque une sorte de dragon, d'autres quelque chose d'un peu plus vraisemblable, ressemblant plutôt à un chien ou à un loup, mais il est difficile d'accorder beaucoup de crédit à ce genre de dessins qui sont vraiment de fruit de l'imagination. En fait, et vous me dites si je dis une bêtise, mais c'est parfois difficile de faire la différence dans ce genre de domaine entre ce qui est la croyance populaire, le folklore, et les vrais faits. Je veux dire par là, à l'époque, je suppose que les esprits étaient plus influençables, et donc on a dit que la bête du Gévaudan résistait aux balles, qu'on ne pouvait pas la tuer, qu'elle se déplaçait tellement rapidement elle était diabolique, qu'elle échappait aux soldats, que c'était impossible de l'attraper, etc., qu'il a fallu faire le signe de croix avant de la tuer, enfin plein de choses. Mais bon, ça relève sans doute de la croyance populaire ou du folklore. Exactement. Il y a deux aspects très très contrastés. Il y a tous ces registres paroissiaux qui font la longue liste des victimes, et là c'est du vraiment factuel. Et puis il y a toutes les histoires un peu brodées autour de cet animal. Et entre les deux, enfin, il y a aussi des récits clairs et sans fioritures de personnes qui se sont battus contre la bête, qui l'ont mise en fuite, parce que c'est arrivé. Il y a une histoire célèbre où un groupe d'enfants a réussi à repousser la bête avec beaucoup de difficultés, et ils en ont donné une description qui est assez concrète, disons. Mais il y a eu très rapidement, effectivement, tout un ensemble de croyances qui relèvent un peu du folklore. On y a vu un animal envoyé par Dieu pour punir les habitants de la région de leurs péchés. On y a vu toutes sortes de choses. Hein. Et ça, c'est assez compréhensible quand on considère l'état psychologique de la population à cette époque. Les descriptions varient, on en a près de 70. Jean-Claude Bourret, spécialiste de la bête. De la part de gens qui sont tous des paysans qui ont été attaqués, mais qui ont survécu. Le 10 octobre 1764, monsieur de Montcamp décrit ainsi la bête. « Vous m'ordonnez de vous demander ce qu'est cette bête féroce. On n'en sait pas le nom. Elle est plus grande qu'un loup, de couleur roussâtre, avec une raie noire sur le dos.
La tête extrêmement grosse et le museau pointu et la queue très longue et redressée. Le compte-rendu du témoignage d'une jeune paysanne d'une quinzaine d'années. Cet animal a la taille d'une vache ou d'un taureau d'un an, la gorge et le ventre blanc, le poil du corps rouge et pas plus long que celui d'un loup, la queue longue comme celle d'un cheval, fort touffue et rougeâtre, tirant un peu sur le noir, les pattes très fortes avec 6 griffes de la longueur d'un doigt, la tête noire, le front large, les yeux grands et étincelants, le museau de la longueur de celui d'un cochon, avec cette différence que le bout du museau laisse au lieu de lever. La gueule est extraordinairement large, au moins 1 pied, les dents sont longues et larges, pointues par le bout et distantes d'1 demi-pouce. Encore une dernière description. Il a sur le poitrail une grande marque blanche en forme de cœur. Ses pattes ont 4 doigts armés de gros ongles qui s'étendent beaucoup plus que celles des loups ordinaires. Les jambes sont fort grosses, surtout celles du devant. La couleur est celle du chevreuil. On n'a jamais vu au loup de pareille couleur. Et les autorités sont complètement affolées parce qu'il faut faire quelque chose. Il y a des dizaines de morts, il faut faire donner la troupe. Nous arrivons en cette fin d'année 1764, le carnage continue. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. Et les militaires, finalement, n'arrivent pas à obtenir satisfaction. Ce n'est que l'année suivante, en 1765, que les dragons sont remplacés par 2 louvetiers très connus, les Zéneval, père et fils. Et les Zéneval, lorsque l'on lit tous les livres sur la bête du Gévaudan, sont certainement les plus efficaces dans la traque de la bête. N'empêche qu'ils n'ont aucun résultat. Aucun résultat. En 1765, une femme de 45 ans est dévorée dans les bois près de Servillanges. La bête enlève un enfant le 21 mai 1765, en plein village. Et on se rend compte que, au cours de ces premières années, les tueries, les blessures sont terribles. Elles sont très graves, des blessures sur le corps. Une fillette a été éventrée devant sa mère. La mère a vu une masse sombre se jeter sur son enfant. La bête tue les paysannes, beaucoup de femmes, des décapitations. On enlève la peau du crâne, on la remet en place. Il y a toute une sorte de cérémonial qui s'instaure autour de ces massacres. Il y a un grand bruit partout, la peur s'installe. Ça arrive aux oreilles du roi Louis XV, qui fait intervenir un lieutenant de chasse, qui durant tout l'été 1765 essaye de trouver la bête, mais la bête échappe à toutes les battues. Les Denneval, père et fils, ont abattu dans leur carrière de louvetier 1200 loups. Mais malgré leur grande expérience, ils n'arriveront à aucun résultat en Gévaudan. Le roi décide d'envoyer son meilleur chasseur de loups, le seigneur Denneval, qui a tué des milliers de loups et qui arrive avec son fils en 1765. Jean-Claude Bourret. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques. Il ne veut pas que ses beaux chiens et ses équipages se salissent dans cette région qui est extrêmement dure, avec des vallées profondes, avec des chemins boueux, avec des fondrières. Il puise assez largement dans le trésor de la région, ce qui lui vaut très rapidement une détestable situation. Et puis, voyant que tout cela échoue, à travers les rapports, le roi fait revenir Denneval à la cour, où il lui donnera une petite gratification pour sauver son honneur, et il envoie son premier porte-arquebuse, Antoine. Premier porte-arquebuse du roi, c'est quelqu'un qui tire des milliers de coups avec son arquebuse ultra moderne pour l'époque, qui sait parfaitement tirer, qui est quelqu'un de très respectueux des paysans. Très vite, il a une très bonne réputation, parce qu'à l'inverse des Denneval qui traversaient les champs avec leurs chevaux et qui massacraient les récoltes, lui, il fait le tour des champs, il fait même quelquefois donner du pain aux paysans qui crèvent de faim, il faut bien le dire. On est à 25 ans de la Révolution de 1789.
Et le roi lui dit, je ne vous dis pas d'aller chasser la bête, je vous donne l'ordre de la tuer. La bête du Gévaudan va devenir une grosse épine dans le pied du roi Louis XV. Non seulement il est ridiculisé en France car la Malbête tient ses soldats en échec, mais dans toute l'Europe, on moque son impuissance, surtout la presse anglaise. Un fait divers de province se transforme en crise de confiance politique. Dans le film sobrement intitulé « La bête du Gévaudan », réalisé par Patrick Volson en 2002, le roi a du mal à masquer son énervement à cause de cette dramatique affaire. Nous ne pouvons pas tolérer qu'un loup ridiculise notre royaume. Chevalier, vous êtes relevé de vos fonctions. C'est un vrai chasseur qu'il nous faut. Le roi a tout à fait intérêt à réussir dans le Gévaudan. Elisabeth Claverie, historienne et anthropologue. Réussir politiquement vis-à-vis de ses provinces. En plus, on est à la fin de la guerre de 7 ans qui s'est très très mal passée pour la France. Et la définition de la monarchie absolue commence à se fissurer très très gravement. Le roi là à intervenir aussi parce que une des images qui sont attachées à la monarchie de droit divin, c'est le pouvoir de guérir, de soigner, de protéger les peuples. Et bien sûr que si Antoine échoue, ça implique la crédibilité et la force du roi, cette force du roi. Entrée en scène d'Antoine de Beauterne, ami et porte-arquebus du roi Louis XV. Avec lui, les choses doivent rapidement rentrer dans l'ordre. La bête n'en a plus pour très longtemps. Il va être le premier à obtenir des résultats dans cette affaire. Au mois de septembre 1765, il tue la bête. Jean-Claude Bourret, spécialiste de la bête. Croit-il, un énorme loup de plus de 50 kilos. Un loup adulte pèse 20 à 25 kilos, quelquefois 30, mais 50 kilos, c'est un énorme loup. On trouve d'ailleurs sur la bête, sur ce loup qui sera présenté au roi à Versailles, on trouve des traces de coups de feu, des traces de coups de lancette. On dit c'est vraiment la bête. D'ailleurs, on fait venir des témoins qui disent oui, c'est la bête. Le roi félicite Antoine. Ça se sait immédiatement par l'intermédiaire des curés qui reçoivent via l'évêque qui est conseiller du roi en ses conseils, comme on disait à l'époque. On sait que la bête a été tuée. Eh bien, qu'en pensez-vous, Buffon? Il s'agit bien d'un loup, sire. Mais est-ce bien la bête que vous avez tuée? C'est un loup, certes. Seulement, est-ce le bon? Que voulez-vous dire? Et s'il y en avait plusieurs? La bête est morte, messieurs. Par décision du roi. Le cadavre du gros loup tué par Antoine de Beauterne est directement empaillé puis envoyé à la cour de Versailles. L'événement sera de nombreuses fois représenté pour montrer la victoire du roi Louis XV face à la bête du Gévaudan. L'objectif de ces représentations était de restaurer l'image du roi, qui était à l'époque la risée de toute l'Europe. Mélanie Charder, historienne de l'art. Le loup des Chazes a été représenté lors de sa mort, quand il a été tué par Antoine de Beauterne, et aussi lors de sa présentation au roi, à la cour du roi. Donc la bête est empaillée, elle est représentée toute figée, toute droite, de grande taille, puisqu'elle arrive à la poitrine des gens présents à la cour du roi, et elle est ainsi montrée comme domptée par le roi, dominée, vaincue. Après quoi, on a considéré que l'affaire était réglée. Éric Buffetot, paléontologue et chercheur au CNRS. Par contre, ce porte-arquebus, ce qu'il a tué, c'est un loup. C'est un loup d'une bonne taille, mais un loup. C'est bien un loup qu'ils ont tué, mais pas la bête. La bête, elle reviendra. Dans la population locale du Gévaudan, on n'est pas trop rassuré. L'animal abattu par le porte-arquebus du roi est un loup. De belle taille peut-être, mais un loup quand même. Un loup aurait-il été capable de commettre autant d'attaques? Quoi qu'il en soit, officiellement, avec la mort de ce grand loup, l'affaire de la bête du Gévaudan est classée, au grand soulagement de Louis XV. Sauf que, 2 jours après la mort officielle de la bête, elle continue d'attaquer. Jean-Claude Bourret, spécialiste de la bête. Évidemment, ce n'était pas la bête qui avait été tuée, c'était un gros loup. Peut-être un loup carnassier, comme on disait à l'époque, un loup qui attaquait les hommes. Mais ce n'était pas la bête. Mais comme le roi a décidé que la bête avait été tuée, quand un enfant, ou un adulte d'ailleurs, est tué par cette même bête, les curés ne mettent pas « tué par la bête féroce qui sévit en nos régions ». C'est simplement un enterrement comme
il en existait malheureusement très souvent, car à l'époque, la mortalité était très importante. Donc, on se rend compte, quand on regarde ce qui est parvenu jusqu'à nous à travers les archives, qu'il y a des périodes où pendant 4 mois, il n'y a pas un seul meurtre. Il y a des trous très importants. « 1765, la bête est officiellement tuée, mais elle continue ses ravages. 1766, très peu de meurtres sont parvenus jusqu'à nous. 1767, la bête continue ses ravages, mais les autorités, si j'ose dire, se lâchent un peu et on a beaucoup plus de témoignages de meurtres. Quelquefois, tous les jours, il y a une personne qui est tuée en 1767, jusqu'au mois de juin 1767, où la dernière personne dont le témoignage est parvenu jusqu'à nous est tuée. Et le 19 juin 1767, eh bien, la bête, lors d'une battue, est enfin tuée. Et cette fois, c'est la vraie bête du Gévaudan. Les habitants du Gévaudan ont donc été livrés à eux-mêmes pendant 2 longues années. En effet, à Versailles, on ne veut plus entendre parler de cette histoire ou encore envoyer de l'aide, puisque le porte-arquebuse du roi, Antoine de Beauterne, est censé avoir tué la bête en 1765. Mais comme l'a dit Jean-Claude Bourret, les attaques n'ont jamais cessé. Finalement, la bête du Gévaudan est tuée lors d'une battue en 1767, exécutée par un personnage étrange de la région, un certain Jean Chastel. Le 19 juin, au cours d'une battue qui est restée mémorable dans l'étude de la bête du Gévaudan, Jean Chastel tue cet animal. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. Il abat la bête du Gévaudan dans les fameux bois de la Ténazère. Et qu'est-ce qu'on voit dans cet animal? Eh bien, une sorte de gros loup au poil rougeâtre. Et après juin 1767, les massacres cessent. Aujourd'hui encore, on se souvient dans le Gévaudan comment Jean Chastel a tué la bête. Gabriel Boisserie, l'actuel garde forestier de la forêt de Ténazère, là où le monstre a été abattu, raconte aux visiteurs comment ça s'est passé, et c'est plutôt étonnant. Il y avait un endroit où le bois se resserrait, comme un entonnoir. Et Chastel, il était posté, bien sûr, au croisement de chemin, et voyant arriver la bête devant lui, c'est-à-dire, il priait, il avait le chapelet. Il va avoir le chapelet dans les mains, et il a posé son chapelet ou sa poche, s'il en avait une, je ne sais pas. Il avait dû la voir arriver, et arriver à portée de fusil. La bête a dû s'arrêter. Peut-être qu'elle l'a vu ou il l'a senti, et puis c'est là que Chastel a fait feu et a tué la bête. Étrange. Depuis 3 ans, la malbête terrorise la région et s'échappe à chaque fois dans la forêt de Ténazère qu'elle semble connaître comme sa poche quand on essaye de l'attraper. Comment a-t-elle pu s'y faire piéger cette fois? Et pourquoi attend-elle calmement que son bourreau l'exécute? Elle ne semble pas effrayée, comme si elle le connaissait. C'est en tout cas ce qu'il ressort des écrits de l'abbé Pourchère, auteur d'une belle documentation sur la bête du Gévaudan. Lorsque l'abbé Pourchère écrit sur la mort de la bête, Michel Ballot. Il écrit ceci: « Quand la bête arriva, Jean Chastel lisait les litanies de la Sainte Vierge. Il la reconnut fort bien. Il voulut finir ses prières, puis ferma son livre, plia ses lunettes dans sa poche, prit son fusil et à l'instant tua la bête qu'il avait attendue. Je tiens ces détails de ma tante Agnès Pourchère, etc., etc. » Je dirais qu'en conclusion, et je reprendrai les termes de Michel Louis, qui a été un grand auteur sur la bête du Gévaudan, Michel Louis dit ceci: « Une forêt immense, accidentée, peu accessible, que la bête avait pour repère depuis plus de 2 ans et qu'elle connaissait par cœur. En toute logique, cette chasse n'avait aucune chance de succès, et la bête qui avait 1000 possibilités de s'esquiver tombe en plein sur un chasseur, sur Jean Chastel, qu'elle paraît en plus reconnaître. » Donc, l'histoire de la bête du Gévaudan, on peut considérer aujourd'hui que c'est une histoire que l'on peut effectivement archiver définitivement.
Alors après, c'est difficile de se remettre dans le contexte de l'époque aussi parce qu'on n'était pas là, mais quelque chose qui m'étonne, c'est que le roi envoie ses meilleurs chasseurs et n'arrive quand même pas à l'attraper alors que normalement ça aurait dû aller plus vite parce que ça a duré 4 ans quand même. Je pense qu'ils n'étaient pas équipés pour le genre de chasse qu'ils ont eu à faire. Éric Buffetot, paléontologue et chercheur au CNRS. C'est des gens qui ne connaissaient pas le terrain particulier du Gévaudan. Les Denval, qui étaient des grands chasseurs de loups en Normandie, se sont retrouvés dans un type d'environnement, de paysage et de climat qui était tout à fait différent de ce qu'ils connaissaient en Normandie. Donc ça n'a pas facilité les choses. Ensuite, les chasseurs à cette époque se sont beaucoup servis de battures, mobilisant de très nombreuses personnes, de très nombreux paysans, qui ont fait donc marcher à travers les forêts du Gévaudan. Et ça n'était probablement pas la méthode la plus efficace. La bête qui a été tuée finalement, elle a été tuée par un paysan du coin qui a eu un succès indéniable alors que d'autres avaient échoué. Oui, mais on a aussi accusé ce monsieur d'être partie prenante dans l'histoire de la bête et que s'il a pu la tuer, c'est parce qu'il a pu l'approcher, parce qu'il la connaissait, parce que c'était lui ou sa famille qui envoyait cet animal attaquer les gens. Ça a été dit, mais ça je pense que c'est un échafaudage de suppositions et de fantasmes qui reposent sur très 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 peu de choses quand on analyse les données de près. Il faut bien voir qu'ensuite, tout ça a fait boucle de neige et à partir du début du XXe siècle, les théories du complot, comme on dit aujourd'hui, se sont multipliées autour de la bête du Gévaudan pour essayer de donner à l'affaire un aspect encore plus fantastique que celui qu'il avait au départ. Pourquoi, encore aujourd'hui, ça fascine ou ça intéresse les cryptozoologues ? On pourrait simplement expliquer cette affaire par des attaques de loups, non ? Ah non, ce ne sont pas des loups. Michel Ballot. Non. En tout cas, la bête du Gévaudan, pour moi, ce n'est pas de la cryptozoologie, c'est de la cryptocriminalité zoologique. J'ai entendu parler de la bête du Gévaudan, probablement quand j'avais une dizaine d'années. Éric Buffetot, paléontologue et chercheur au CNRS. Ça m'a pas mal frappé, un peu effrayé aussi parce que c'est une histoire assez sanglante. Et depuis, ça a continué à m'intéresser aussi parce que il a été écrit tellement de choses, souvent très invraisemblables sur la bête du Gévaudan, que ça donne envie d'essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Est-ce que c'est vraiment de la cryptozoologie ? Certains ne pensent pas. En tout cas, c'est de l'histoire. Il n'y a aucun doute sur l'existence de l'animal en question. Les dizaines de victimes qu'il a faites le démontrent. Mais ça reste un sujet de controverse à n'en plus finir. Il est certain que l'histoire de la bête du Gévaudan nous amène à élaborer un certain nombre de théories. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. Alors, il y a eu bien sûr la théorie du sadique. L'idée a été émise par un auteur dans les années 1960. Un sadique qui a été réfugié dans une abbaye. Ce sadique s'appelait Messire. Cette idée du sadique a même été reprise à l'époque par l'historien Alain Decaux, mais elle n'est pas très valable parce que les méfaits, les massacres se sont prolongés bien après le départ de cette personne qui est repartie dans la région de Paris. Il n'empêche, la nature répétée des attaques et la mise en scène de certaines d'entre elles ont lancé certains cryptozoologues sur la piste d'un tueur en série plutôt que celle d'une créature ignorée. Comment expliquer par exemple certaines mutilations subies par les victimes ? Certaines d'entre elles étaient carrément décapitées. Il a été fait plusieurs fois mention dans les archives nationales que les victimes étaient porteuses d'une coupure franche et précise à la base du cou. Sylvain Machi, guide au parc du Gévaudan. Le loup ne peut pas trancher une tête ou décapiter une proie. Il s'agissait fatalement d'une main humaine pour trancher une tête. Aucun animal ne sera en mesure de trancher la tête. C'est la théorie du film La bête du Gévaudan de Patrick Volson. Un sadique issu de la noblesse de la région et qui se prend pour un loup serait responsable de tous ces meurtres. Un homme a abusé de Jeanne avant qu'elle soit mordue. La semence qui souille ses cuisses en est la preuve irréfutable.
D'ailleurs, ce n'est pas mordu que je devrais dire, mais assassiné. Par une mâchoire de fer. Ce n'est pas un simple loup qui sème la terreur en Gévaudan, ni une créature mythologique, mi-homme, mi-bête, comme on l'écrit dans la Gazette. C'est bien plus abominable. Il est vrai que dans les faits, on a découvert certaines victimes complètement nues. Il est pourtant difficile d'imaginer un tel déséquilibré agissant de la sorte en plein Gévaudan du XVIIIe siècle. Et pourtant... La partie nord du Gévaudan était une société très très violente. C'était une société à vendette, ou à quelque chose qui peut s'assimiler à la vendette. Elisabeth Claverie, historienne et anthropologue. Il y a énormément de crimes d'honneur. Peu d'hommes peuvent se marier dans cette société, donc il y a beaucoup de viols d'enfants. Et puis il y a aussi, évidemment, la criminalité liée au bal, liée aux fêtes, liée au retour de foire. Ça donne une des sociétés les plus violentes en France. Je crois la société la plus violente en France jusqu'à la guerre de 14. Il y a des témoignages qui peuvent faire penser à un homme, notamment, si j'ai bonne mémoire, une dame qui disait avoir vu un monsieur, ou quand il s'était battu avec une victime qui s'en était sortie après une bagarre avec la bête, qui disait avoir senti des boutons, ou comme si c'était un costume, ou ce genre de choses. Il y a quelques témoignages un peu particuliers. Éric Buffetot, paléontologue et chercheur au CNRS. Il y a quelques histoires un peu bizarres autour de cette affaire, mais je ne sais pas si elles suffisent à ébranler l'idée suivant laquelle c'est simplement un animal, et cet animal est très vraisemblablement un loup. L'idée du loup est tout de même, à mon avis, de loin la plus vraisemblable. Alors, elle paraît un peu prosaïque pour ceux qui voudraient une explication extraordinaire, et elle déplaît énormément à tous les défenseurs des loups qui prétendent que ce sont des animaux totalement inoffensifs. Est-ce qu'il y a des individus qui interviennent ? Bien entendu. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. Un loup seul ne peut pas faire ce style de blessure. L'intervention humaine est mise en évidence tout simplement par les faits. On se retrouve avec l'histoire de la bête du Gévaudan devant l'histoire criminelle la plus importante de notre pays. L'intervention humaine est présente. Les corps massacrés ont été réarrangés, comme si on avait affaire à une mise en scène. Des habits étaient parfois repliés sur les victimes. Lorsqu'on lit les archives de l'époque, on est complètement horrifié par ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? C'est que tout simplement la bête tuait par plaisir et non pas pour se nourrir. La thèse la plus plausible, c'est l'association d'un homme et d'un animal hybride. Beaucoup de gens, surtout de nos jours, nient farouchement que la bête du Gévaudan ait pu être un loup, en partant du principe que les loups ne sont pas des animaux dangereux, qui n'attaquent jamais l'homme, etc., etc. Éric Buffetot. C'est complètement faux, parce que quand on regarde les registres historiques, il y a un chercheur de l'université de Caen qui s'appelle M. Morisseau, qui a fait un énorme travail sur les attaques de loups depuis la Renaissance, en fait, en France, et qui a montré que les attaques de loups sont continuelles dans les campagnes, que des gens sont tués par des loups absolument sans arrêt. Donc raconter que les loups n'ont jamais tué personne, c'est simplement fou. Et donc, quand on replace les attaques attribuées à la bête du Gévaudan dans cette histoire beaucoup plus large des attaques de loups en France, on voit que ça n'a rien de si extraordinaire que ça. Simplement, il y en a eu beaucoup à ce moment-là, sur un territoire bien délimité, ce qui a attiré l'attention, mais ça ne montre pas qu'il faille nécessairement que ce soit autre chose qu'un loup, disons. Néanmoins, est-ce que c'est possible aussi qu'ils continuent à attaquer tout le temps dans le même secteur, dans une sorte de territoire comme ça, et que les attaques soient répétées, soutenues, parce que ça défile, quoi, les victimes ? Oui, mais c'est un grand territoire, ça représente une grande surface qui s'étend sur plusieurs départements français. Cet animal se déplaçait beaucoup, il ne restait pas cantonné à une petite superficie, à un endroit donné. Il est allé tuer des gens à des dizaines de kilomètres de distance. Le loup est-il le coupable idéal ? En tout cas, cette explication n'a jamais convaincu les auteurs de fiction. C'est trop simple, entre guillemets, comme dans Le Pacte des loups de Christopher Gans. Messieurs, ma seule certitude en ce qui concerne la bête, c'est qu'il ne s'agit pas d'un loup.
Contrairement à ce que l'on peut croire, les loups n'attaquent pas les hommes, très rarement. J'ai pu les observer en Nouvelle-France. Les loups de ce pays ne sont peut-être pas de la même trempe. Un loup enragé attaquerait n'importe qui. Quand la rage le prend, un animal crève dans les 2 semaines. Et voilà 2 ans que la bête saigne vos campagnes. Par ailleurs, j'ai vu sur les cadavres des blessures qu'aucun loup n'aurait pu commettre. Et j'ai trouvé tantôt, dans le corps d'une victime, ce morceau de métal. La bête n'est donc pas un animal. Ceci dit, avant de se lancer dans des hypothèses loup ou sadique ou loup plus sadique, il ne faut pas oublier qu'une bête inconnue a été tuée par Jean Chastel le 19 juin 1767. Son cadavre constitue une pièce très importante du dossier de la bête du Gévaudan, puisqu'à sa mort, il n'y a plus eu aucune attaque ni aucune victime. Cette bête étrange était donc liée de très près à toute cette affaire. Le 20 juin 1767, le lendemain matin, elle est autopsiée. Jean-Claude Bourret, spécialiste de la bête. Toutes les dimensions de la bête, 31 dimensions, ont été prises. Nombre de ses dents, grandeur des dents, espacement des dents, largeur du museau, hauteur des oreilles, grandeur des yeux, longueur des pattes, grandeur des griffes, longueur de la queue, longueur du corps. On a toutes les mensurations. Très récemment, il y a le journaliste Jean-Claude Bourret qui a travaillé 30 ans sur la bête du Gévaudan et grâce à un investisseur, il a pu reconstituer totalement la bête du Gévaudan, une maquette très impressionnante. Il a fallu faire travailler des tas de métiers différents. Il a fallu faire appel à des zoologues, des éthologues, évidemment des historiens, des sociologues, un sculpteur, un taxidermiste, un mouliste. 10 moules ont été réalisés. Cela représente près de 150 000 € d'investissement. La reconstitution de la bête fait apparaître des éléments que l'on peut déjà deviner quand on lit le rapport d'autopsie de l'animal abattu en 1767. Cette bête possède des caractères du loup, mais également du chien. Il s'agit d'un mâle de plus de 50 kg, c'est-à-dire un poids normal pour un loup. Mais si on s'attarde sur ces mensurations, on se rend compte que le museau est trop court pour un loup et surtout la tête est bien trop large. Le loup est totalement incapable de faire éclater une boîte crânienne par la seule force de ses mâchoires. Alors que cette bête-là, que vous allez découvrir dans quelques minutes, elle a des mâchoires considérables, tellement considérables que lorsque l'on a fait l'autopsie, on a enlevé 6 livres, c'est-à-dire 3 kilos de muscles de part et d'autre de ses mâchoires qui lui servaient à faire éclater la boîte crânienne et à manger la cervelle de ses malheureuses victimes. La crête de la tête et la taille des dents ressemblent à celle d'un loup. L'arrière-train ressemble aussi à celui d'un loup. Mais l'avant du corps, avec une tache blanche sur le poitrail, évoque un molosse. La bête du Gévaudan, c'était pour moi un hybride entre ces chiens de combat romains et un loup, mâle-femelle, on ne sait pas lequel était le mâle, lequel était la femelle, car on retrouve tout à fait la forme des chiens de combat à l'avant, des chiens de combat romains, et on retrouve tout à fait à l'arrière, ce que disent d'ailleurs les paysans, ils ressemblaient aux loups par l'arrière, mais à l'avant, ils avaient un museau de cochon, parce que c'était pas le museau fin des loups. L'hybride est certainement la réponse à la question, qu'est-ce que c'était que la bête du Gévaudan? Alors, le grand moment est arrivé, et vous allez découvrir en exclusivité mondiale, voilà, au millimètre près, la bête du Gévaudan. Voilà, enfin, en 2016, la bête du Gévaudan, parfaitement reconstituée, forme, couleur et attitude. 57 kilos, une gueule énorme, des dents qui sont tout à fait conséquentes mais pas extraordinaires, une queue levretée, rougeâtre sur le côté, une grande raie noire sur le dos, des pattes très puissantes, d'ailleurs souvent elle se dressait sur ses pattes arrière et elle attaquait avec les pattes avant, elle se mettait debout face aux personnes qu'elle attaquait. Et elle avait des yeux cinabres, ça a été parfaitement reconstitué, des yeux rouges qui faisaient très peur aux témoins parce qu'ils disaient ses yeux étaient rouges, donc on disait que c'était le diable et lançait des éclairs. Avec
une main sous elle pour montrer que c'était quand même un grand prédateur qui a tué certainement plus de 400 personnes et une langue immense. Imaginez-vous, dans le Gévaudan de l'époque, où les paysans étaient évidemment beaucoup plus petits que vous ne l'êtes, ils mesuraient 1,50 m à 1,65 m, face à un animal comme ça, dont on voit toute la puissance musculaire, c'était évidemment très impressionnant. Moi, je suis ému de voir cette bête du Gévaudan, après laquelle j'ai couru pendant 30 ans. C'est elle, il n'y a pas de problème, parce qu'à force de lire tous les rapports de l'époque, je la visualisais bien, et c'est exactement ça. Effectivement, le métissage entre un loup et un chien est tout à fait possible. Éric Buffetot, paléontologue et chercheur au CNRS. Ça n'a rien de génétiquement impossible. On pourrait imaginer que la bête du Gévaudan ait été un croisement de loup et d'un chien particulier. C'est un peu difficile à démontrer. Eh oui, ça va être compliqué à démontrer définitivement. La dépouille de la bête du Gévaudan a disparu. Les mauvais esprits diront que c'est souvent le cas en cryptozoologie. Dès qu'on met la main sur le cadavre d'un spécimen inconnu, il disparaît. Le grand loup tué par le porte-arquebus du roi reste introuvable. Peut-être est-il perdu dans une collection poussiéreuse d'un musée. Et pour la dernière bête qui ressemble à un hybride chien-loup, on n'a même pas pris la peine d'essayer de la conserver. L'animal a été examiné par un vétérinaire et ensuite le cadavre a été emmené vers Versailles, mais il s'est décomposé. Aucun examen sérieux n'en a été fait. D'abord, il y a eu un problème de conservation. En tout cas, la deuxième est arrivée à Versailles dans un état de putréfaction avancée. Je pense que tout le monde a hâte de l'enterrer et d'en finir. La première, non, avait été naturalisée, mais il faut bien se remettre dans l'ambiance de l'époque. C'est une époque où on est quand même au tout début des sciences naturelles telles qu'on les entend aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est l'époque de Buffon et de quelques grands naturalistes, mais qui ne se sont pas spécialement intéressés à cette question. On avait encore du mal à cette époque à conserver les animaux comme on le fait aujourd'hui dans les musées. Donc, apparemment, ça n'a pas été jugé très important et on le regrette évidemment aujourd'hui. Mais qu'aurait fait cet hybride chien-loup dans le Gévaudan du XVIIIe siècle ? Eh bien, sa présence n'est pas impossible. Peut-être que cet hybride entre un chien de combat et un loup sauvage est arrivé dans la région quelque temps auparavant, à cause d'un conflit célèbre. On sort de la guerre de 7 ans, qui s'est terminée en 1763, et où il y a eu des dizaines de milliers de morts. Dans des batailles, c'était la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a eu des batailles en Europe, il y a eu des batailles dans les Dardanelles, mais il y a surtout eu des batailles dans le centre de l'Europe. Et c'est là que, travaillant depuis 30 ans sur cette bête du Gévaudan, j'ai découvert d'où elle venait, car j'ai découvert des rapports qui datent de 1 an avant l'attaque officielle de la bête, c'est-à-dire avant le 30 juin 1764, et qui montrent qu'elle est passée par le Lyonnais, où j'ai eu des rapports en main précisant que 2 témoins ont vu la bête qui attaquait une personne, qui lui coupait la tête, qui emportait la tête et qui la faisait éclater sous la force de ses mâchoires. Puis ensuite, un autre témoignage de la même bête qui attaquait une bergère, laissant de côté les boutons de la bergère, mais sautant sur la bergère qui n'a dû la vie sauve qu'au fait qu'elle a mis ses bras autour de son cou pour empêcher la bête de l'étrangler, et au fait qu'il y avait des bergers à proximité qui, l'entendant crier, sont venus à son secours. Donc on voit bien que la bête, elle vient du centre de l'Europe. Alors on en parle encore aujourd'hui. Je veux dire, dans la région du Gévaudan, la bête du Gévaudan, c'est encore quelque chose de vivace. Tout à fait, mais c'est devenu un argument touristique. Éric Buffetot, paléontologue et chercheur au CNRS. Je traverse souvent le Gévaudan et dans pratiquement tous les villages, il y a une effigie ou une autre de la bête du Gévaudan, que ce soit une statue ou quelque chose d'autre. Et elle est partout, hein, elle est sur les souvenirs, il y a des petits musées. C'est très très vivace, c'est devenu un marqueur de l'identité du Gévaudan.
On n'en a pas fini avec la bête du Gévaudan, parce que, quelles que soient les explications rationnelles qui sont proposées, il paraît qu'encore régulièrement, et très régulièrement, des livres ou des articles qui apportent des explications plus ou moins extravagantes de ce que c'était. Donc c'est une source inépuisable. C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres et les Ficiennes. Un an plus tard, sa renommée dépassait les frontières de notre province et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Il y a eu un film à gros budget qui s'appelle Le Pacte des loups, qui est sorti il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Je suppose que vous avez été le voir. Je l'ai vu, ça m'a fait, disons que ça m'a fait doucement rigoler, parce que l'intrigue est d'une invraisemblance absolument totale. Et la bête est un animal qui a été cuirassé pour mieux le protéger, et qui est lâché dans la campagne dans le but de déstabiliser la monarchie. On ne voit absolument pas comment ça peut être crédible une seule seconde. Donc, c'est d'une invraisemblance absolue, mais c'est assez représentatif de tous les fantasmes que suscite la bête du Gévaudan et du grand nombre de livres qui ont été publiés à son sujet. Alors, il y a des livres tout à fait sérieux, certains qui sont simplement très factuels et qui racontent l'histoire dans le détail, pas toujours en prenant parti au sujet de la nature de l'animal. Il y en a d'autres qui sont des analyses assez poussées, comme les livres de Morisot sur la question, qui concluent qu'il s'agit de loups. Et puis il y a des livres qui sont du délire total sur la nature de l'animal. Sans preuve physique, en tout cas, on est sûr qu'elle existait, mais on ne sait pas. Voilà, on ne pourra jamais trancher, en fait. Non, je ne pense pas. On n'aura jamais une certitude absolue, et il y aura toujours des sceptiques quant aux explications, disons, simples et rationnelles. Il y a des gens qui veulent croire aux explications les plus fantastiques et les plus déroutantes. Dans le prochain épisode, nous partons au cœur des forêts et des marécages en Centrafrique pour traquer le Mokele Mbembe, ce qui signifie celui qui peut arrêter le flot de la rivière. Le Mokele laisse des empreintes qu'on n'arrive pas à identifier et les populations locales le décrivent comme un dinosaure relique ayant survécu jusqu'à nos jours. C'est un animal qui a l'apparence d'un dinosaure du type sauropode, c'est-à-dire les brontosaures ou diplodocus. C'est possible. Rien ne s'oppose à cela. Il y a des contrées à la frontière, n'est-ce pas, de la Centrafrique, du Congo et du Gabon, qui sont des grandes forêts inondées, dans laquelle on ne peut pratiquement pas s'aventurer. Tous les épisodes de la série consacrée aux créatures mystérieuses sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.